Votre rendez-vous avec Crédit Mutuel Arkea. De nouveaux liens pour changer demain. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la Cité de la Voile, Éric Tabarly, pour ce café avec une petite rasade de rhum. Bonjour Pierre-Yves. Salut Gilbert. Il était le favori désigné dans la classe ultime, il a assumé ce statut sans trembler. Charles Caudrelier a remporté avec brio la route du Rhum destination Guadeloupe. À bord de Groupe Edmond Rothschild, il a bouclé cette traversée entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre dans le temps record de 6 jours, 19 heures, 47 minutes, 25 secondes, améliorant de près d'un jour le temps établi par Francis Joyon en 2018. Cela laisse bien rêveur. Pour en parler avec nous ce soir, un marin triple vainqueur de la solitaire du Figaro qui a disputé cette route du Rhum à 2 reprises, en multicoque sur un mode 70 en 2014 où il avait terminé 7e et en IMOCA en 2018 où il a pris la 2e place à 2 heures du vainqueur Paul Mella. S'il a pris un petit peu de recul sur la compétition en solitaire, il est encore très impliqué dans cette route du Rhum puisqu'il participe à la cellule de routage du Trinitain Erwan Leroux. Je vous demande d'applaudir Yann Eliès. Bonjour. Bienvenue au Café de la Marine, Yann. Yann, merci d'avoir quitté quelques instants ton ordi et tes fichiers météo pour venir sur le plateau du Café de la Marine. Toi qui as quand même passé plus de temps à arpenter les flots qu'à faire du routage à terre derrière un ordinateur, est-ce que c'est contraignant et passionnant ? Alors c'est passionnant parce qu'on vit vraiment la course à fond, à 100%. Par contre, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi fatigant, usant. Parce qu'il y a une fatigue forcément du sommeil, on ne dort pas beaucoup, mais il y a une espèce de fatigue qui s'installe aussi, nerveuse, parce qu'on passe énormément de temps devant l'ordinateur. On a du mal à trouver du temps pour prendre l'air, pour faire un peu d'activité physique, et on sent que rapidement, on s'affaisse dans son fauteuil devant l'ordinateur, et que si on ne va pas prendre l'air un petit peu de temps en temps, on finit un peu zombie. Donc voilà, c'est un petit peu ce côté-là que j'ai trouvé pesant, par contre vraiment excitant. Ouais. Alors on va revenir sur le dénouement de cette route du Rhum dans la nuit guadeloupéenne. Après un quasi sans faute, Charles Caudrelier s'est imposé en toute logique. C'est la victoire d'un marin bien préparé depuis 3 ans sur le bateau le plus performant, le plus abouti de cette classe ultime, Yann. Ouais, Charles, il est là où on l'attendait. Il était favori, mais il a été poussé quand même dans ses retranchements par François. Oui, exact. Donc nous qui connaissons Charles depuis longtemps, on savait qu'il était tout à fait capable de rivaliser avec des grands marins comme François Gabard, Thomas Coville ou même Franck Camas. Mais de là à réaliser la copie parfaite, c'est sûr qu'il y a un monde. Et donc, il a réalisé cette copie quasi parfaite, comme tu le disais. Un petit mot sur la plateforme qui est exceptionnelle. Edmond Rothschild, c'est un plan Verdier qui a été lancé en 2017, qui a tout le temps évolué. Ça ne se voit pas forcément pour les non-avertis, mais qui a été beaucoup transformé, beaucoup optimisé. Il a eu des nouveaux foils il y a juste 2 mois avant le départ, ce qui est assez osé en termes de développement. Il avait aussi une nouvelle dérive centrale. Pour toi, c'était vraiment le bateau qui avait le plus progressé, qui était le plus abouti. Si on doit comparer les plateformes, c'est vraiment celui qui était le plus au top ? Alors, c'est un bateau qui a déjà 4 ou 5 ans. Donc, on voit que la maturité... en 2017, oui. Ouais, qui est très longue sur ces bateaux où il y a énormément de technologie. C'est un bateau, effectivement, qui a évolué. Et quand tu parlais des foils qui arrivent que 2 mois avant le départ, la gestation de ces foils a pris plus de 2 ans. C'était un risque en même temps. C'est un risque, mais c'était un risque calculé parce que ces foils-là, ils ont été décidés il y a très 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 longtemps. Donc on voit que le temps est long de mise au point, et donc c'était le bateau le plus près, le plus abouti. On voit que derrière, François dispose visiblement d'une très très bonne machine, mais qui va demander un petit peu de temps de mise au point. Et puis Thomas, lui pareil, avec ses nouveaux foils, on a vu qu'il avait une super vitesse au portant, mais que sans doute il manquait encore un petit peu de temps de développement. Et donc on voit aussi que Gitana
a déjà le coup d'avance parce qu'il pense à un autre bateau. Donc on voit que c'est super intéressant. Ouais. On voit que c'est pas du tout les mêmes cycles. Hein. C'est des cycles beaucoup plus longs qu'en IMOCA et évidemment en classe 40. Les temps de développement et les temps de réflexion, de maturation n'ont rien à voir. Voilà. Alors Charles Caudrelier, il a un joli palmarès, mais il n'est pas encore très connu du grand public. Il a notamment 2 victoires dans la Volvo Ocean Race, une comme équipier avec Franck Camas sur Groupama, une autre comme skipper à la barre de Tim Dongfeng. Mais c'est sa première grande victoire dans une transat en solitaire majeure. Et sa victoire sur la solitaire du Figaro, elle remonte à 2004, où un certain Yann Eliès l'avait un peu poussé dans ses retranchements dans le clapot de la baie de Quiberon, je me souviens. Donc, la première route du Rhum, il y a de quoi savourer quand même, Yann. Ouais, Charles a un parcours un peu à la Sidney Gavinet. Tu vois, c'est un marin qui, à un moment donné, est parti sur le monde de la course au large anglo-saxonne. Donc, on a eu l'impression qu'il disparaissait du visage de la course au large française. Mais en fait, il était toujours là. Il a toujours eu un super bon niveau. Ça a toujours été un énorme marin. Il a longtemps aussi évolué dans l'ombre de Franck Camas. Et finalement, on le voit arriver à maturité, 48 ans, je le répète. Il a le même âge, c'est pour ça. C'est le même âge. Ouais, on a exactement le même âge, quasiment un mois après. Il arrive à maturité pour cette course-là. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, surtout dans ses propos, c'est l'humilité qu'il y avait. Quoi. Voilà, ça, j'ai adoré. Alors, il y a beaucoup d'humilité. Et comme tu dis, gagner la route du Rhum à 48 ans, ton âge, c'est une consécration. Pour Charles Caudrelier, qui était tendu vers cet objectif depuis 3 ans, cette victoire, c'est aussi celle d'une équipe à laquelle il rend hommage. On l'écoute. Je suis même pas fatigué, en fait, étonnamment, la course a été épuisante, mais j'ai bien réussi à crever mon rythme. Les premières 24 heures ont été dures, et après, je suis rentré dans... Et puis j'avais tellement la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour toute l'histoire de cette équipe, de ce bateau, de personnel. C'est vrai que moi j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire, quoi. Et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, il y a 3 ans, on m'a offert ce rêve-là et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont soutenu, quoi. Qui ont cru en moi, parce qu'il fallait croire en moi. Hein, voilà, je pense à... Enfin, je vais pas tous les citer, j'en parlerai plus tard, mais voilà, il y a tellement de gens. D'abord, il y a la folie de cette famille qui ont décidé de construire ce bateau avec Cyril Bernacchi il y a quelques années, un truc qui était impensable. Ils se sont dit on va faire un truc fou, on va construire un bateau volant au large et en plus il sera maxi. Et ils ont dit banco on y va et j'ai commencé à voir ce bateau naviguer. J'étais au départ du Rhum, je l'ai vu et j'ai trouvé ce bateau dingue. Et 1 an après j'étais à bord et toute cette histoire-là. Et puis il y a une histoire aussi très forte avec Franck Camas, parce que le niveau que je crois de la prestation qu'on a donnée aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'équipe avec toute l'équipe. Mais moi, ça fait 3 ans que je travaille à ses côtés et je dois un grand merci parce que c'était lui l'expert du multicoque, c'est lui qui avait l'expérience de ces bateaux en solitaire, du bateau du Foll. Moi, je sortais d'un univers différent et sans lui, j'aurais pas eu un bateau aussi performant, j'aurais pas eu cette maîtrise de ce bateau. Donc cette victoire. Et puis à un moment, il a fallu choisir qui allait la faire, le Rhum, et il m'a laissé la place. Généreusement et je le remercie. Alors Charles, d'ailleurs, un peu plus loin dans ses déclarations d'arrivée, il dit comme dans une écurie de Formule 1, j'avais la meilleure voiture et j'étais le pilote, j'en étais simplement le pilote le dimanche. Comme tu dis, c'est beaucoup d'humilité, mais cette écurie Gitana auquel il rend hommage, elle a été quand même très audacieuse et pionnière en matière de vol. Ouais, tout à fait. C'est sûr que imaginer déjà faire traverser Sébastien Josse sur un mode 70 en 2014 déjà. Où tu avais fait cette transat en mode 70 également, toi. Ouais, tout à fait. Déjà, c'était un premier pari. Et puis ensuite, d'imaginer ce bateau qu'on a tous trouvé un peu pâteau, un peu gros. C'est vrai. C'était souvent décrié. On disait non, mais ils vont jamais réussir à le faire voler. Il est lourd. Il est lourd. Et en fait, voilà, ils ont laissé sa chance au produit, comme on dit, hein, et ils ont essuyé les plâtres avec des problèmes techniques, en perdant un flotteur en 2018. Mais là, on voit que depuis 2-3 ans, ils sont au-dessus du lot. Donc, voilà. Il a tout gagné. Hein. Ouais. Le bateau a gagné toutes les courses. Ou en double. Oui, et puis le choix des hommes, hein, d'associer Franck et Charles. Oui. Ils ne voulaient pas les deux au début. Hein. Ça, c'était non, quoi. Et puis finalement, c'était la bonne idée. Ouais.
Il y avait aussi une cellule de routage particulièrement pointue, Pierre-Yves. Oui, effectivement, c'est peut-être ce qu'il faut expliquer, c'est que sur ces bateaux-là, le routage est autorisé. C'est pas le cas en IMOCA et en classe 40, c'est le cas, on y reviendra peut-être avec Yann, en ultime et en Ocean 50. Et les cellules de routage aujourd'hui dans le monde des ultimes, c'est vraiment des équipes à terre de 3 à 4 personnes qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec évidemment un routeur. Là, dans l'équipe de Gitana, il y avait Stan Honey, qui est un Américain, une légende, à la fois technologique, puisqu'il a apporté beaucoup de choses, notamment dans la couverture de la Coupe de l'Amérique, mais aussi de la météo. Il a participé à des trophées Jules Verne. Il y avait évidemment Franck Camas et Morgan Lagravière. Mais ce que je voulais préciser, c'est pas que du routage et de la météo, c'est aussi du conseil, parce qu'il y a des navigants à bord qui connaissent bien le comportement du bateau, qui savent ce que c'est que d'aller aussi loin dans l'effort, et qui font aussi vraiment du conseil. Ils ont dit plusieurs fois à Charles d'aller dormir, il voulait pas. Ouais, le réguler par rapport C'est vraiment au polaire. une cellule, comme dans une navette spatiale, quoi, qui discute et qui dialogue avec un marin à distance. Ils ont toutes les données du bateau qui arrivent à terre, donc c'est bien plus que du routage. Et puis, il y a justement le rôle de Franck Camas que tu as évoqué, qui était un peu son mentor. C'était peut-être pas évident, mais le binôme a quand même fonctionné. Et puis, il dit aussi, c'est Charles qui avait été choisi pour cette route du Rhum. Il m'a un peu laissé la place, si l'on peut dire. Ouais, je crois qu'ils ont. Ce qui a fait la force de leur binôme, c'est aussi le contrat qu'ils avaient au départ. Le deal était clair. Qui a été respecté, voilà. Le deal a été très clair. Il y a un tel qui fera cette course-là, un tel qui fera l'autre. Et ça a été respecté. Et donc, c'est aussi pour ça que ça a fonctionné. Après, pour les avoir vus de l'intérieur, ça fight. Hein. C'est pas lisse. Hein. C'est pas. Parce que tu as navigué avec eux sur Gitana. Ouais, c'est pas les. Oui, tu étais dans l'équipe parce que tu étais remplaçant éventuel pour le Jules Verne, toi. Ouais, tu as travaillé avec eux. J'ai travaillé un petit peu avec eux, ouais. Ouais, les débats sont houleux, les arguments se confrontent. Charles c'est pas facile, il doit argumenter face à Franck pour prendre des décisions. Donc j'ai trouvé ça sympa qu'ils arrivent à trouver un bon fonctionnement. Et puis voilà, oui, je pense que Franck a apporté énormément, mais pas que sportivement, aussi technologiquement parlant, hein, ça c'est clair. Hein. Le fait d'avoir eu son projet sur la Coupe de l'Amérique, ça a été un énorme avantage. C'est pas que juste Gilbert, c'est pas que Charles, c'est pas qu'un bébé Camas. Hein. Il a été chef de quart de Franck sur la Volvo, mais après il a gagné la Volvo tout seul sans Franck. Il a juste fait venir sur une étape. Il est pas, il a aussi son parcours. Ils étaient un peu à égalité dans ce dialogue, comme dit Yann. Alors pour qu'il y ait un grand vainqueur, il faut aussi qu'il y ait un beau second. Et celui-ci, c'est François Gabard sur son groupe SVR Lazartigue, qui a tenu ce rôle avec beaucoup de panache et qui a quand même entretenu le suspense. Groupe SVR Lazartigue a pris la seconde place à seulement 3h30 du vainqueur. Il a également amélioré le temps de Francis Joyon. Yann, c'est plutôt prometteur pour aussi, c'était une vraie première transat en solitaire pour François Gabard. Ouais, je pense que c'est une superbe réussite pour l'équipe qui a dû mettre ce bateau au point toute seule dans son coin. Et on a vu à certains moments c'est vrai que ça avait pêché et qu'il manquait de repères. Ouais, il manquait de repères. Je pense que c'est une superbe victoire aussi, enfin une seconde place pour François, qui dans ses propos, j'ai eu le sentiment qu'il avait retrouvé la foi dans ce qu'il faisait. Exactement, ouais. Et le plaisir d'être en mer et en solitaire. Oui, parce que son moral avait pu être, avec sa polémique, un peu touché. Oui, tout à fait. Je pense que les derniers mois ont été difficiles. Quand il a perdu Massif, il a failli aussi mettre la clé sous la porte. C'est peut-être un peu fort le mot, mais de Mer Concept. Oui. Se battre après, une fois que le bateau était financé, pour arriver à le faire naviguer. C'est très difficile. Voilà, oui. ça fait quand même beaucoup de choses. Et puis le conflit entre armateurs qui n'est toujours pas résolu, mais qui a été très dur. Hein. Donc on l'a vu heureux et soulagé. D'une détermination aussi sans faille. Il avait retrouvé vraiment Sagnac. Hein. Je peux vous dire que. Et il avait envie, on voyait au départ. Il avait envie également d'aller chercher, Charles. Il a vraiment tout donné. Et puis sportivement, je veux dire, on ne l'avait pas vu depuis un moment. Oui, c'est vrai. Depuis un an. Depuis la Transat Jacques Vabre, avant la course. Ouais. Il est toujours là. Il est au top, quoi. Alors justement, François Gabard, 2 fois second, en 2018 derrière Francis Joyon, et cette année avec un scénario quand même moins cruel. Il y aura peut-être un brin de frustration chez François, car seule la victoire est jolie, dit-on, mais comme tu le dis, il a rendu une très très belle copie. On va voir sa réaction à chaud. Ah, quel goût elle a cette deuxième place. C'est marrant parce que c'est vraiment différent.
Et je pense que je mets presque plus de temps à réaliser là qu'il y a 4 ans. Alors que c'est étonnant, pourtant. Elle a peut-être plus d'avenir, cette deuxième place, parce que ça reste le début de la vie de ce bateau. Alors qu'à l'opposé, c'était peut-être presque la dernière du bateau précédent. Donc je trouve que c'est une deuxième classe qui a du potentiel, qui a de l'avenir, qui augure de belles choses par la suite. Et ça, c'est plutôt chouette. Je suis toujours un peu impatient et c'est vrai que forcément, il y a un petit peu de déception. On aurait forcément aimé être devant. Mais voilà, déjà, arriver à faire une deuxième place sur la route du Rhum, c'est quand même c'est pas rien. Je suis content de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait avec le bateau. Le bateau a, je pense, a encore progressé par rapport à l'an dernier. On avait vraiment des phases où on allait très vite. Alors, Pierre-Yves, il est plutôt positif, assez satisfait du potentiel de son bateau. Le match aurait-il pu être plus serré ? C'est une bonne question. Moi, je retiens surtout la manière dont il rayonne à l'arrivée, là. Ce que disait Yann, hein, il est le sourire, le ton dans la voix, quand même. Très frais aussi. Ouais. Ça sera toujours surprenant avec François. Il a eu un coup de frein avec son problème de foil pendant 2 heures. Yann, c'est là que ça se joue. Il a une avarie de foil à un moment. C'est là que ça se joue, selon toi ? Ouais, ça se Parce que 2 heures en ultime, c'est 50 000. Ça a été 50 000, oui. Ça se joue là parce qu'en plus, c'était un moment où le bateau allait vite. Ça revenait fort. On était dans le match. Et là, il y a un écart qui se crée. Enfin, je dis je faisais pas partie de l'équipe de routage, mais oui, mais tu étais très associé. J'étais derrière, hein, j'ai vu comment ça se passait. Et selon les mots de Jean-Yves Bernot, il dit on a quitté un système qui était vertueux, qui était favorable, et puis après, c'était dur de revenir. Ils ont tenté un coup un petit peu dans l'ouest, sur le bord, pour revenir en Guadeloupe, pour déstabiliser un petit peu, et ça a fonctionné parce qu'on a vu que Franck est revenu, Charles est revenu se replacer 2 fois pour se replacer devant, alors qu'il avait 100 000 d'avance avec une bascule gauche à la fin. Donc ça les a quand même déstabilisés. Donc oui, je pense que le match s'est joué là, en tout cas. Et il y a eu, à la fois, on a l'impression que la copie de Charles, elle est vraiment parfaite. Il a navigué en patron, hein. Il a été en tête 98% du temps. Je crois qu'il n'y a que 1 ou 2 classements où il est... Le 12 novembre, l'espace voilà. de 2 classements où François s'est emparé de la tête de flotte. Oui. Et en tête, donc sur le papier, on a l'impression qu'il a navigué sans contestation. Dans les faits, et Charles le dit à l'arrivée, il ne regardait en permanence ce que faisait Gabard. Et surtout, il avait l'impression d'avoir une pression d'enfer. Et il raconte qu'ils sont allés très très loin dans la gestion du bateau, dans l'engagement physique et dans les vitesses, quoi. Ouais, tout à fait. C'était l'objectif de la cellule de routage. C'était vraiment de mettre la pression le plus possible, malgré cet écart de 100 000 à un moment donné qui revenait environ à 3 heures. Et oui, je pense que Charles, il l'a dit, hein, j'ai regardé ses vidéos, il s'est mis dans le rouge, hein, c'est clairement. Oui. Alors, une fois qu'ils ont été on voit ces belles images là de Gitana, une fois qu'ils ont vraiment été dans l'Alizé, ils ont bouclé des journées à plus de 700 000. Yann, on est quand même dans l'exceptionnel avec ces machines. Oui, c'est sûr que le record est tombé avec des conditions qui finalement n'étaient pas si favorables que ça, parce qu'ils ont quand même fait du prêt jusqu'aux Açores. Qu'il l'est encore moins d'ailleurs pour les autres classes derrière. Une petite pensée à eux qui doivent vraiment trouver le temps long au prêt. Et puis ensuite, ça a déroulé très très vite. Des 30, on a vu beaucoup de 33 nœuds. On s'attendait à avoir du 35 de moyenne. On a eu des pointages à plus de 40 pendant 1 heure. Et ça c'est vraiment remarquable. Donc des machines fabuleuses, hein, c'est sûr. Mais du coup, le jeu, il a changé. Il y a beaucoup plus de pression. L'espace-temps est différent, hein. Il y a le droit de rien rater en 6 jours. Hein. On ne peut pas se rattraper. Voilà. Et puis, il n'y a pas eu d'avarie qui a décimé la flotte comme en 2018. Sauf celle-là, mais elle est ponctuelle et elle est mineure par rapport à tous les dégâts qu'il y a eu en 2018. Quoi. Oui, et Armel aussi. Qui est bien sûr l'acteur manquant et qui, lui, vraiment, c'est la malédiction sur la route du Rhum. Et donc là, on parle quand même de François. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il se raviboche, là, hein, les gars. Bien sûr. Ah ouais, là, faut. Tout le monde, je me permets de mettre une petite couche, quoi. Mais il faut absolument
que ces bateaux courent ensemble. On ne peut pas se retrouver encore avec une course où François n'est pas là. Hein. Voilà. Et la route du Rhum en est la démonstration éclatante. Mais Bien oui, sûr. et puis en plus, on voit que quand il dit qu'il y a un bateau qui manque à l'appel, on ne se retrouve plus qu'à 3 devant. On Bien aurait sûr. fait une route du Rhum que à 2, ça n'aurait pas Oui, été drôle. Hein. Voilà. Et l'intérêt, en tout cas, on a vu quand même des poignées de main vraiment chaleureuses quand même Oui, entre là, c'est les marins. François et Charles. C'est les marins qui arrivent, voilà, ils ont fait une course, ils se sont tirés la bourre, ils savent qui a été le meilleur, donc on se serre la main. Et Alors, c'est comme ça que ça doit se terminer. Voilà. Pierre, il y a Espérons-le. un certain Thomas Coville qui a complété le podium. Un petit mot sur Coville, effectivement, qui est à nouveau troisième, comme en 2006, comme en 2010, comme en 2018. Donc Thomas, il a une énorme, gigantesque expérience en solitaire, en particulier sur ses grands trimarans. Il était dans le match, mais un tout petit peu décalé derrière avec son Sodebo. C'est quoi ton analyse, Yann, toi, sur les performances intrinsèques de Sodebo? Est-ce qu'il a la capacité à progresser pour venir se joindre au match? Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense au portant, Voilà. très très bonne Très vitesse. il avait Là, un petit déficit au près, peut-être. Peut-être un petit Dans la déficit première partie. auprès. La genèse de son projet, c'était de faire un bateau simple, fiable, pour faire une course sur le Tour du Monde en solitaire. Et là, la course n'a pas lieu. Donc le début le pénalise énormément, parce Il a dû qu'après, il a recentrer fallu son tout projet. rattraper ce que les autres avaient mis sur la table dès le début. Donc je ne pense pas que ce soit une erreur de gestion de projet, c'est vraiment la malchance. Et puis je pense qu'il n'a pas le même budget non plus que les autres. Hein. Derrière, devant, hein, c'est quand même des écuries qui sont grosses, qui sont très structurées, qui ont beaucoup d'argent. Donc je trouve que ce qu'il arrive à faire est quand même remarquable. C'est un combattant, Thomas. Alors, la route du Rhum, elle ne se limite pas à cette classe ultime qui est fascinante. Il y a de la bataille à tous les étages dans toutes les autres catégories. En Ocean 50, Quentin Vlaminck sur Arkema a mené la danse, mais les écarts se sont resserrés. Il est chassé par Sébastien Rogue. Et puis, ton poulain, Erwan Leroux, parfaitement dans le match, que tu routes. Erwan est revenu assez près, là. Ouais, un grand chapeau déjà à Quentin Vlaminck. Hein, Incroyable course, le Ouais. petit jeune. Il a pris son envol. Hein. Ça y est, il a quitté. Voilà. Il a quitté enfin. Je dirais, je crois que ça lui a fait du bien hein, que Lalou décide d'arrêter. On voit qu'il est épanoui, Oui. il gère son projet. Enfin voilà, superbe. Derrière, on a deux Lascar, deux anciens hein, qui gèrent leur course parfaitement aussi. Mhm. Et puis voilà, une petite pensée pour Thibaut qui, je pense, Oui, à un moment donné avait les terrible. cartes en main et qui est parti à la faute. Un quart de seconde, c'est dur. Ça ne pardonne pas sur ces bateaux-là. Un petit mot rapide IMOCA. en IMOCA. Hein, Charlie Dalin est impérial depuis le départ. Et puis, depuis quelques temps, Thomas Ruyant est en train de recoller. Tu connais très bien Charlie, tu as gagné la Transat Bavard avec lui, tu étais son remplaçant. C'était je crois, son remplaçant. sur le départ. Qu'est-ce que t'inspire cette moitié de course d'IMOCA? C'est dur. Hein, Il est parce au rendez-vous. Hein. C'est dur parce qu'il a manqué pas grand-chose pour qu'il arrive à passer la Faire zone le de break. calme et de faire vraiment le break. Donc mentalement, ça doit être difficile. Mais ça enlève rien à tout ce qu'il produit. Hein. C'est sûr que quand il est au sommet de son art, il n'y a pas de faille. Quoi. C'est parfait. Alors, à noter qu'il y a Jérémy Bayou avec son nouveau Charal aussi qui est en embuscade. Les nouveaux Et bateaux puis- sont au et rendez-vous. aussi- Hein. Voilà. Et puis aussi la très belle prestation de Justine Métro qui Ouais. est dans ce groupe de tête avec l'ancien Charal. La Suissesse lorientaise d'adoption fait vraiment forte impression. Ouais, je suis fan. Vraiment, je suis fan de ce qu'elle est en train de réaliser. Ouais. En classe 40, il y a un autre exercice taille patron. C'est la perf incroyable de Yann Richaud. Il vole le départ, 4 heures de pénalité, et puis 4 jours après, il est en tête. Quoi. Je résume à gros traits, mais Quelle force mentale il faut avoir pour prendre ces 4 heures, d'avoir la lucidité de faire la pénalité tout de suite parce qu'il y a une ouverture et il l'a saisie. Et puis ensuite, pour l'avoir entraîné à Port-la-Forêt avec Corentin Douguet et Martin Lepape, il a compris comment ça fonctionne. Il a presque plus de 10 ans d'expérience sur ces bateaux-là. Donc il navigue debout sur les winches. Il faut être avec minimum 25-30 degrés de gîte. Et je le vois bien. Hein. Je vois comment il navigue tout en force parce qu'en plus, il a un bateau hyper puissant. Mais ouais, quelle démonstration pour l'instant. Ouais. Alors Yann, juste quand même une question sur toi, parce qu'il y a quelques mois, tu as décidé un peu une nouvelle orientation de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce choix ? Le sport de haut niveau, c'est un engagement à 100%. On ne peut pas être à 99%. Et à un moment donné, j'ai senti que, en tout cas pour la solitaire du Figaro
et pour l'IMOCA, j'avais plus cette niaque et cette envie de me lever tous les matins et de donner 100%. Il y a du coup, on trouve des raisons. Après, le métier n'est pas comme ci, le métier n'est pas comme ça. Mais la réalité et le fond, c'est ça. C'est que j'ai plus cette niaque-là et que j'ai envie de vivre un petit peu différemment. Voilà. Et merci Anne. En tout cas, on ne doute pas que cette nouvelle option va être aussi très intéressante pour toi. Ouais, il y a de quoi faire. Voilà. Alors, on va terminer sur une note un peu triste parce que la Route du Rhum, c'est une fête, mais elle a malheureusement été endeuillée lors de l'arrivée de Charles Caudrelier. Un bateau accompagnateur a chaviré, entraînant le décès tragique de 2 membres de la société OC Sport, qui est la société organisatrice, 2 membres qu'on connaît bien ici à Lorient. Il s'agit d'Alex Picot, 38 ans, qui était en charge de la solitaire du Figaro et du défi Arkea, le Tour du monde en solitaire en gestation. Et puis de François Naveillant, 35 ans, qui lui était le responsable des partenariats chez OC Sport. Alex et François étaient tous 2 pères de famille. Toutes nos pensées de l'équipage du Café de la Marine, mais aussi de la Cité de la Voile, vont à leurs épouses, à leurs familles, à leurs proches, à leurs amis, plongés dans la peine suite à ce drame. Bien sûr, comme on dit, the show must go on. La course continue dans ce contexte douloureux, mais forcément, cette route du Rhum, cette 12e cuvée de la route du Rhum, elle a le goût des larmes. Voilà, bonsoir. On espère se retrouver bientôt avec des vainqueurs de cette route du Rhum dans un contexte moins triste. C'était votre rendez-vous avec Crédit Mutuel Arkea. De nouveaux liens pour changer demain.